Bonsoir à nouveau, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, alors, nous sommes à la troisième séance du cours de psychologie. Alors, nous sommes à la troisième présentation, mais disons, nous allons traiter le quatrième point. On va traiter la question de l'identité pour ce soir. Mais comme promis, on devait normalement répondre aux questions pendantes de la semaine dernière, en fait, disons de lundi dernier. On devait répondre aux questions. Donc, alors, on va voir vite fait, on va essayer de répondre à chaque question. Et puis, je pense que pour professeur Sandy, lui aussi, s'il voudrait ajouter certaines choses, il n'y a pas de problème. OK? Donc, on va voir ensemble par rapport aux préoccupations. Alors, il y a eu quelqu'un qui a demandé en quoi la psychologie sociale s'identifie de manière authentique afin de répondre à ses attentes. Parce que la personne a constaté que certains mélanges, en fait, que certains mélanges n'ont pas une discipline à part entière. Euh, alors, en guise d'une réponse courte et brève, OK, on va dire que la psychologie sociale, elle se situe, je dirais, dans l'intersection de ce qu'on appelle la psychologie et dans la sociologie. Donc, et je pense que c'est cette position qui confère à, à la, à la psychologie sociale son identité d'interdisciplinaire. C'est-à-dire, c'est du fait que la psychologie sociale, en fait, elle est au carrefour de la psychologie et de la sociologie. Donc, ça lui confère une sorte d'identité interdisciplinaire qui est unique. Et on va dire que la psychologie sociale s'identifie euh, de manière authentique grâce, dans un premier temps, à son objet d'étude, OK, qui examine en fait, je dirais, les pensées, les émotions, les comportements individuels par rapport aux influences. Et ces influences, en fait, ces influences peuvent être réelles ou du moins imaginaires d'autrui. Par exemple, c'est le cas par rapport aux études d'Alport en 1900, en 1954. Mais la psychologie sociale aussi, elle s'identifie de manière authentique grâce à sa méthode. Une méthode qui combine des approches principalement et expérimentales. Donc, et on va aussi prendre en compte, par exemple, ces atouts en termes de flexibilité théorique, mais aussi en termes d'applicabilité. C'est-à-dire, la psychologie sociale, certes, c'est un mélange, oui, mais qui a fait sa force. C'est-à-dire, cette mélange de psychologie et de sociologie, ça fait la force de la psychologie sociale dans la mesure où elle peut aborder, je dirais, des questions qui sont complexes. Par exemple, la question de l'obéissance à l'autorité, la question des stéréotypes, ce que nous allons voir dans une des séances dans ce cours. Donc ça, c'est pour répondre, pour dire, certes, c'est un mélange, mais il y a des points spécifiques qui montrent comment la psychologie sociale se différencie de manière authentique. Maintenant, il y a eu aussi une autre question qui a dit, peut-on parler de passivité des individus dans le cadre d'une influence réciproque entre société et individu? C'est-à-dire, est-ce que l'influence est-elle de côté ou internationale? Oui. Maintenant, passivité des individus, on va dire que, pardon, excusez-moi, vous me donnez une minute. Excusez-moi, pour 70, s'il y a moyen d'ajouter un élément, excusez-moi, je vais répondre vite fait. Merci. OK, bien, écoute,
Francky parlait euh, de passivité. En fait, je crois que la question que l'étudiant avait posée, c'est de savoir est-ce qu'on peut parler de passivité ou en fait dans le rapport avec l'autre. Moi, de mon point de vue, je crois que sur le plan psychosocial, on ne peut pas parler d'individus passifs dans la mesure où l'interaction sociale est vue comme, comme un élément, comme un élément central, et l'individu en soi, peu importe son comportement, quand il est en contexte de groupe, il devient un acteur qui participe de la dynamique des groupes, qui participe des phénomènes de leadership, qui participe de l'influence sociale qui est un élément important dans les groupes et notamment dans les groupes restreints. Donc, moi, je pense en ce sens, il est très peu commode de considérer un individu comme un élément passif, mais plutôt, on peut dire plutôt, il y a des individus qui sont dans un contexte donné, soit plus agressifs, plus dynamiques, mais en soi, en fait, la passivité en fait, dans ce contexte-ci, on ne peut pas parler d'un individu passif vu que l'acte social est en soi une action réfléchie de la part de l'individu qui a le droit, en tant qu'acteur, de décider de la manière dont il veut s'en prendre, il veut s'y mettre. Hein. Donc l'individu est penseur, est acteur de ses propres intentions, de ses propres actions dans les groupes. Donc, euh, quelle qu'elle soit, on ne peut pas considérer l'individu, on ne peut pas considérer l'action d'un individu comme une action passive. Donc, je ne sais pas si Francky est là pour reprendre, pour rebondir, mais, ou du moins pour reprendre d'autres questions. Donc, mais en gros, c'est ça. Euh, Oui, oui. Alors, j'allais ajouter, par exemple, que c'est certes la psychologie sociale ne rejette pas la question de passivité absolue, non, mais par exemple, si on prend les mouvements sociaux avec Moscovici, c'est un modèle, par exemple, qui souligne que les individus façonnent aussi la société. C'est-à-dire, il y a pas de passivité spécifiquement. Et même aussi avec la question de, en fait, de, de résistance cognitive. Par exemple, dans la théorie de dissonance avec John Festinger, Festinger. C'est-à-dire, la question de passivité, c'est quelque chose que la psychologie sociale a mis de côté. Comme on a dit, c'est pas de manière absolue, OK? Mais c'est pas quelque chose qui est structurel à la psychologie sociale. OK? Maintenant, autre question, je crois que c'était la psychologie sociale peut-elle être considérée comme une sous-discipline de la sociologie? Euh, Moi, je dirais non. Non, bien que dans une certaine mesure, les deux disciplines partagent des intérêts communs. Quand je parle d'intérêts communs, par exemple, ça partage la question de groupes sociaux, mais je dirais que les fondements de la psychologie sociale et les fondements de la sociologie sont très différents. ouais. Différents, par exemple, je dirais, par exemple, au niveau d'analyse, la psychologie, nous sommes dans un niveau micro, alors que pour la Mhm. sociologie, nous sommes au niveau macro. Par Ouais, exemple, et puis on, la psychologie sociale prend en compte l'individu en interaction avec l'autre, alors que la sociologie prend en compte la dynamique de groupe ou encore des groupes en rapport avec d'autres groupes, mais pas l'individu comme individuel
dans des dynamiques avec l'autre. Oui, professeur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, mais écoute, moi, je voulais d'abord dire que n'oubliez pas, on est des psychosociologues, c'est-à-dire, on n'est pas les meilleures personnes à qui on devrait poser cette question parce qu'on ne serait pas d'accord entre le jeu, là. Donc, la psychologie sociale est une discipline autonome. C'est une discipline autonome qui a sa méthode, ses méthodes, qui a sa théorie, qui a ses pères fondateurs, tout comme la sociologie. C'est Émile Durkheim. Quand on parle du père fondateur, en tout cas, on parle de Marx, on parle d'Émile Durkheim, etc. Donc, il y a il y a je dirais, euh, il y a toute une équipe de chercheurs, de penseurs qui ont institué la psychologie, la sociologie, pardon, que ce soit en Europe, aux États-Unis, mais aussi la psychologie sociale aussi a ses pères fondateurs ou ses mères fondatrices aussi. Donc des gens, des personnes euh, qui se sont mis d'accord sur des principes du fonctionnement même de la psychologie sociale et de ce qu'ils appellent la psychologie sociale. Donc la psychologie sociale, en fait, c'est vrai, on peut être dans un cursus de sociologie en fait, on peut être attiré par la psychologie sociale disant, en fait, on pourrait même dire que, écoute, bon, moi, je pense que c'est une discipline qui découle de la sociologie. C'est correct. En fait, ça, c'est votre vision, c'est une vision parmi tant d'autres visions. Les étudiants en psychologie ou les scholars en psychologie, ils vont tendance à dire que c'est plus psychologique, mais entre nous, là, on sait que c'est une discipline autonome qui a cette discipline qui naturellement mobilise et qui a une histoire, on va dire, commune avec la psychologie, en tout cas qui a un peu plus à coller à la psychologie. Mais il en va aussi de ce qu'on appelle de la vision du monde. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, la psychologie sociale a été, on le verra, un peu plus à coller un peu à la psychologie, c'est-à-dire quand on étudie la psychologie sociale, on étudie généralement un individu dans un contexte d'interaction sociale. Tandis que en Europe, l'école euh, Gustave Le Bon, avec la question de la psychologie de la foule, en tout cas avec tous les penseurs européens, on va avoir une psychologie sociale qui est plus collée sur la sociologie. C'est-à-dire, en fait, ils étudient plus de phénomènes, on va dire, méso, tendant un peu plus méso, macro, un peu, en tout cas, ils sont plus accolés, ils ont plus, on va dire, ils ont une psychologie sociale sociologisante. Tandis qu'en Amérique, on verra un peu plus une psychologie sociale, psychologisante qui étudie le leadership, donc la soumission à l'autorité, mais c'est toujours un individu dans un contexte de groupe qui influence un groupe ou un groupe qui l'influence par rapport à plein de dynamiques, plein de dynamiques qui tournent autour de tout ça. Mais juste pour vous dire rapidement que la psychologie sociale, la question est pertinente et malheureusement on pose la question, on ne pose pas la question à à de bonnes personnes parce que moi je suis psychosociologue qui aussi est psychosociologue et enfin, on va dire notre discipline de base était la psychologie, donc c'est normal qu'on va vous dire non, écoute, la psychologie sociale n'est pas une sous-discipline de la sociologie. On serait plutôt, on serait mis d'accord plus que la psychologie sociale serait une discipline de la psychologie, en fait, une sous-discipline de la psychologie, et on a toutes les raisons de le croire comme ça, de le penser comme ça par rapport à notre information, mais aussi par rapport à notre position. Mais on serait d'accord aussi que c'est une discipline qui aujourd'hui a trouvé son autonomie. Donc la question n'a plus sa place. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la psychologie sociale comme une science pardon, à part entière et entièrement à part aussi. Donc, avec sa façon d'aborder l'humain, d'aborder le phénomène de groupe, surtout les groupes restreints, par exemple, etc., etc. Donc, le leadership, la cognition sociale, bref, c'est une discipline qui a trouvé son autonomie. Donc, j'espère que j'ai pas été trop long. Merci, Tanki. Tu peux reprendre?
Francky, t'es là? Oui, je suis là. Oui, oui. Donc, tu es en train d'admettre des nouvelles personnes, je pense. Donc, on est quand même très nombreux aujourd'hui, un peu moins sur le Zoom, un peu plus sur le Team. Oui, oui, oui. Alors, dernière question qui a eu, je réponds. Un instant, je vérifie. La psychologie sociale peut-elle revendiquer une neutralité idéologique? Bah, en fait, à cette question, par exemple, professeur, moi-même, je réponds simplement avec Michel Foucault qui dit le savoir n'est jamais neutre. Ouais, Il est c'est clair, c'est produit clair, dans des c'est clair. rapports de pouvoir qu'il contribue à reproduire. Ah, c'est clair. Et puis, même avec Serge Moscovici, pour rebondir avec ce que tu dis, la psychologie sociale, c'est la science de l'idéologie. Donc, Oui, en aucun cas, on ne peut pas, euh, je dirais, l'extraire c'est-à-dire, quand on fait la psychologie sociale, on ne fait pas de l'idéologie. C'est clair. Ça, il faut oui, pas, on est clair là-dessus. On fait la science quand on fait la psychologie oui, sociale. oui. Mais la Juste. psychologie sociale est une science qui s'intéresse à l'idéologie. Maintenant, la position de Francky, ce que Francky a amené là, ça demande genre vraiment un 45, une 45 heures de cours, là. C'est-à-dire de ramener le débat important de la neutralité. C'est-à-dire, c'est important, Francky, et j'admire vraiment la façon dont tu l'amènes. Écoute, on ne peut pas faire de la science sans positionnement. D'accord? Ouais, C'est-à-dire, et tout positionnement scientifique est en quelque sorte soit une lutte contre une idéologie, soit une forme d'idéologie en soi. Donc, mais le chercheur que nous sommes, on doit toujours faire un effort de se situer dans une posture de neutralité, dans le sens où l'objet ne peut pas l'influencer, l'objet de notre étude, mais on veut aussi être objectif par rapport à ce qu'on fait, mais même par rapport à la question de recherche qu'on pose, ce serait toujours quelque part un positionnement et la subjectivité. On fait beaucoup d'efforts pour s'en débarrasser, mais vous le savez mieux, dans toutes les thèses de doctorat, dans tous les travaux de mémoire, si vous lisez les travaux de Francky, vous le verrez, si vous lisez mes travaux, vous les verrez aussi que quelque part, on essaye de dire au public notre positionnement et qu'est-ce qu'on, comment on a, comment on s'est débrouillé pour être le plus objectif possible, mais en même temps, ok, on est baigné dans l'idéologie, on est baigné dans notre vision du monde, on est baigné dans plein d'affaires qui fait en sorte que, on, comment, comme Gaston Bachelard le dit, là, donc parfois on a des écailles dans, notre, dans nos yeux qui nous empêchent de voir la réalité, mais et notre objectif, c'est on veut s'en débarrasser. Donc, en gros, c'est ça. Francky, merci pour la réponse. d'accord. Maintenant, je crois que c'est la fin des questions qu'il y avait. Il y a Evans Mesidor qui est arrivé récemment. Je ne sais pas si lui aussi il avait une question pendante. Evans, on te passe la parole. Alors, il faut être très court comme ça pour qu'on puisse commencer Francky, également. ce serait tellement intéressant si les étudiants pouvaient poser les questions après. Mais en tout cas, c'est correct, il peut parler, Evans, mais là, je sais que tu as tellement de choses à nous partager et puis moi, je vais rebondir. On a beaucoup de Justement. choses. Donc, on va Donc, prendre mais Evans vite oui, fait on et va prendre puis Evans, on va prendre ensuite, Evans, absolument. oui. Evans, on t'écoute. Merci beaucoup, Evans. Merci beaucoup. Merci, Evans. Merci. D'accord. Maintenant, commençons réellement avec le contenu de ce soir qui est, premier slide, identité. Ce soir, on va essayer de comprendre la question de l'identité. Bon, à l'avance, je crois que moi-même, avec le professeur, on a beaucoup travaillé sur la question de l'identité, non seulement pour mon mémoire, mais aussi
dans d'autres travaux de recherche que nous avons fait, on a beaucoup travaillé sur la question de l'identité. Maintenant, en termes de plan, pour aujourd'hui, on va essayer de définir l'identité. Qu'est-ce que l'identité? Nous allons voir aussi les théories fondatrices de l'identité. On va voir aussi la question de construction et négociation de l'identité. Et puis, on va discuter autour des défis contemporains. Bien sûr, on va voir aussi la question de l'identité haïtienne, la question de construction de soi, mais tout ça, ça va être directement euh, en profondeur. Maintenant, comme on a dit, l'identité est un concept qui est dynamique et aussi complexe à appréhender. C'est, ce concept a tendance à signifier trop quand on le prend au sens fort. Ça peut aussi signifier très peu dans la mesure où on le prend au sens faible, ou du moins, ça peut ne rien signifier du tout dans la mesure où ça peut passer dans des... Ça passe, par exemple, à cause de son ambiguïté. Maintenant, tentons de définir l'identité. Qu'est-ce que l'identité? À quoi ça nous renvoie et qu'est-ce qu'il faut comprendre réellement de ce que nous appelons identité? Par définition, l'identité est un processus dynamique qui, qui façonne, je dirais, la manière dont des individus se perçoivent, mais aussi dont ils, en fait, c'est la manière aussi dont ils sont perçus dans des contextes sociaux. C'est-à-dire, l'identité, comme on l'a dit, c'est un processus, c'est pas un exercice fini, OK? C'est un processus, c'est un projet qui, qui n'est pas statique, c'est un projet qui évolue au fur et à mesure, OK? Et ce projet façonne la manière dont les individus se perçoivent, mais aussi ce projet façonne aussi la manière dont les individus sont perçus dans des contextes sociaux. Par exemple, il y a Erickson qui a dit que l'identité est à la fois une synthèse psychologique et aussi en fait, et aussi un ancrage social. Erickson a dit, en fait, elle poursuit à dire que l'identité émerge des crises et des résolutions tout au long de la vie. C'est-à-dire la question de l'identité, c'est pas que on va parler de l'identité pour des jeunes de 20 ans et quand tu en as 70, tu n'en as plus. C'est-à-dire, la question de l'identité, c'est une perspective. Ce projet, c'est du moins ce que vous êtes en vie, c'est toujours en cours. Et ce que nous allons voir, c'est que il peut y avoir des changements dépendamment de votre position, dépendamment de vos choix de vie. C'est-à-dire, tout va se jouer, tout va se définir par rapport à votre positionnement. L'identité, pour citer Hippie, il a dit que c'est ce qui fait qu'une personne soit elle-même et non pas une autre. C'est-à-dire, il y a Sandy Larose, il y a Frankie Saint-Fleur. Nous avons travaillé sur des projets scientifiques ensemble, mais ma façon d'écrire n'est pas la façon dont Sandy Larose, lui, il écrit. Ma compréhension des choses n'est pas la compréhension, n'est pas la même pour Sandy Larose. Les positionnements, soit politiques ou autres, en fait, ça peut ne pas être les mêmes. C'est-à-dire, ce qui me fait moi-même, et non pas Sandy Larose, c'est mon identité. Et par extension, on a dit que c'est ce qui permet de reconnaître et de distinguer des autres. C'est-à-dire, je peux moi-même me distinguer de vous comme étudiant, mais aussi je peux me distinguer aussi de Sandy Laos, qui est professeur titulaire.
Mais l'identité, de manière générale, ça peut aussi naître d'un phénomène collectif. C'est-à-dire, par exemple, nous avons vu l'identité, par exemple, du point de vue de UPI, on parle principalement d'une identité objective, ou du moins c'est une identité, je dirais, une identité individuelle. Alors que, on a dit que l'identité aussi, ça peut naître d'un phénomène collectif. D'un phénomène collectif dans la mesure où l'identité renvoie à des similitudes entre les membres d'un groupe ou d'une communauté. Par exemple, si l'on prend l'exemple des étudiants en psychologie en deuxième année à la faculté d'ethnologie, je prends ça comme un groupe, OK? Vos perspectives ne sont pas les mêmes que des étudiants en deuxième année en anthropologie. Alors, il se pourrait que vous ayez des points communs, mais vous n'avez pas les mêmes exigences, vous n'avez pas les mêmes attentes. Donc, c'est pour dire que quand il y a des similitudes entre les membres d'un même groupe ou d'une communauté, là, on parle du phénomène collectif de l'identité. Et on a dit aussi, par exemple, que l'identité peut être entendue de manière objective. Objectivement, c'est-à-dire comme une similitude en soi. OK? Quand on parle de similitude en soi, c'est de manière objective. Et quand nous sommes dans la subjectivité de l'identité, c'est une similitude qui est éprouvée, une similitude qui est perçue. Mais pour poursuivre cette affaire d'identité, oui, pour poursuivre cette affaire d'identité, que cette identité, ou du moins c'est l'identité de manière générale, en fait, elle résulte, je dirais, de ce qu'on appelle une reconnaissance qui est réciproque à la fois de soi, mais aussi de l'autre. Et on va citer, par exemple, Paul Ricoeur tout à l'heure, dans la question d'idem et aussi d'ipséité. Idem, c'est l'identité mêmeté, et ipséité, c'est l'identité autrui. C'est-à-dire, l'identité résulte d'une reconnaissance qui, cette reconnaissance est à la fois réciproque de soi, mais aussi réciproque de l'autre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'identité est née d'un processus conflictuel, ok? D'un processus conflictuel où se construisent des interactions qui sont à la fois individuelles, des pratiques sociales qui sont objectives, mais aussi qui sont subjectives. Maintenant, le mot-clé dans cette perspective, c'est, c'est la dimension conflictuelle. C'est-à-dire, quand nous sommes dans la normale, on n'est pas, on- tout changement, ou du moins toute naissance de l'identité, ça passe principalement par le conflit. C'est-à-dire, c'est le renoncement ou encore la remise en question de soi ou encore de l'autre qui va définir de manière générale ce que nous appelons identité. Par exemple, il y a Mead, on va voir, c'est H. Mead, qui parle qui soutient que, par exemple, le soi ne peut prendre de forme que dans la socialité. Quand on parle du soi, c'est-à-dire le moi, c'est pas au sens de Freud, OK? Le moi, donc on va pas. Le soi ne peut prendre forme que dans la socialité, c'est-à-dire que dans le rapport avec l'autre. Donc c'est pourquoi, par exemple, quand je dis que l'identité est née d'un processus conflictuel où se construisent des interactions individuelles, mais aussi dans des pratiques sociales qui sont objectives et subjectives, c'est pour dire que le soi ou encore le moi de la personne ne peut prendre forme que dans le rapport avec l'autre, c'est-à-dire dans l'interaction avec l'autre. Et comme professeur Sandy l'a dit la semaine dernière, que, par exemple, lui, il s'inscrit dans ce qu'on appelle l'interactionnisme symbolique.
Et on va voir aussi ce soir la question de l'interactionnisme symbolique. Comment, comment se construisent les interactions et quel symbole, qu'est-ce que ça représente dans, dans la question de l'identité. Maintenant, euh, dans cette interaction, dans cette interaction sociale ou encore dans ces interactions sociales où le soi a pris ses formes, nous avons tendance, nous, individus, à tendance à vouloir cohabiter avec d'autres personnes qui relativement cultivent le même goût, le goût que nous partageons. Et c'est à ce moment-là qui va apparaître les deux aspects de l'identité, ce que nous appelons l'identité individuelle et aussi ce que nous appelons l'identité collective. Maintenant, si l'on voudrait parler de l'identité individuelle, il faudrait d'abord passer par des auteurs, par exemple, comme, comme, euh, comme Tanner. On va prendre aussi Paul Ricoeur qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup théorisé sur la question de l'identité. On va aussi parler de Erwin Goffman qui a parlé de la question de mise en scène, la mise en scène la mise en scène de l'identité. Maintenant, voyons ce que c'est l'identité individuelle. Voyons donc, qu'est-ce que c'est? À quoi ça nous renvoie la question de l'identité individuelle? À quoi il faut s'attendre quand on parle d'identité individuelle? À quoi il faut s'attendre? Quand nous sommes dans l'identité individuelle, on peut tout d'abord parler de ce qu'on appelle l'identité narrative avec Paul Ricoeur. Comme je l'ai dit, Paul Ricoeur a dit que le récit en fait, est le fondement du soi, le récit. C'est-à-dire, la narration pour l'histoire, est le fondement du concept de soi. Parce que comme nous avons vu que la question d'identité, elle est née d'un processus, en fait, un processus conflictuel où se construisent les interactions. OK? Et le soi, selon Mill, il prend forme que dans le rapport ou encore dans l'interaction avec l'autre. Maintenant, Ricoeur dit que l'identité individuelle émerge dans ce qu'on appelle des histoires que nous racontons. Et c'est pourquoi, par exemple, Ricoeur a parlé de des concepts spécifiques. Il a parlé de idem, qui est l'identité mermeutée. OK? Identité mermeutée, c'est dire, c'est la permanence des traits stables. OK? L'idem, c'est-à-dire, c'est l'identité mermeutée, c'est-à-dire, ce sont des traits qui sont stables de manière permanente. OK? C'est-à-dire, par exemple, votre nom, votre histoire personnelle. OK? Par exemple, votre vécu, ce sont des traits qui sont stables, mais qui sont inscrits dans une perspective de permanence. OK? Donc, Ricoeur, en fait, Paul Ricoeur a parlé dans cette perspective de identité mêmeté. Alors que si l'on prend par exemple l'autre idée développée par Paul Ricoeur, c'est la question de d'ipsé, identité, ipséité, ou du moins identité et l'autre. Identité ipséité pour Paul Ricoeur, c'est la capacité à se projeter dans l'avenir et aussi à se transformer. OK? Ricoeur a dit que l'identité ipséité, OK? Identité ipséité, c'est la capacité à se projeter dans l'avenir ou encore à se transformer. Je cite Paul Ricoeur, dans Temps et Récit, il a dit que le soi ne préexiste pas au récit. Le soi ne préexiste pas au récit. Il en est le produit. C'est-à-dire que la personne que nous sommes, ou encore la personne qu'on est,
cette personne n'existe pas sans notre vécu, sans notre histoire, sans notre passé. C'est-à-dire, le récit, notre histoire de vie, c'est, c'est, c'est cette histoire ou encore c'est ce récit qui définit ce que nous sommes aujourd'hui. Et comme je l'avais dit lors de la première séance, quand le professeur Sandy m'avait posé la question, en fait, quand le professeur Sandy m'a demandé comment ça a été, expliquer l'expérience que j'avais fait en fait, quand j'écrivais mon mémoire, j'avais dit que la personne que je suis aujourd'hui, ça, c'est en partie, c'est en grande partie grâce à mon directeur de mémoire. C'est-à-dire, l'intellectuel que j'essaie de construire, en fait, c'est-à-dire, cette posture intellectuelle que j'essaie de construire autour de moi, ça, c'est en partie grâce à l'histoire que j'ai vécue avec Sandy Larose en 2020 et 2021. C'est-à-dire, c'est comme Paul Ricoeur étant donné que le soi ne préexiste pas aussi, c'est-à-dire, vous n'existez pas avant même avant l'histoire, c'est l'histoire qui façonne le soi, c'est l'histoire qui façonne, qui vous façonne. Donc, c'est pour dire que ce que vous êtes, c'est en partie grâce à ce que vous avez vécu. Et je l'avais dit que maintenant par exemple, la façon dont je vois les choses, la façon dont ma perspective par rapport à des sujets spécifiques, c'est par rapport à mon vécu. Maintenant, ce vécu, je ne pouvais pas en parler et je n'aurais pu en parler avant, avant mes expériences avec Sandy Lawes. Donc, c'est pour dire que le soi ou encore la personne que nous sommes, c'est vraiment en grande partie par rapport à ce que nous avons vécu. Oui, je suis désolé. Oui, donc, les récits individuels s'inscrivent en fait, peuvent aussi s'inscrire dans des récits collectifs. Par exemple, des mythes ou encore des traditions. OK? Maintenant, parler aussi de l'identité individuelle, c'est parler aussi de Erving Goffman, qui parle de la mise en scène de l'identité, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et en fait, Goffman a parlé de ce qu'on appelle la présentation de soi. OK? Euh, Goffman a sorti un texte en 1959, c'est mise en scène de la vie quotidienne, OK? Où Goffman essaie de comparer les interactions sociales à un théâtre. C'est comme si le rapport que nous avons avec l'autre, quoi, avec les autres, c'est en partie, c'est, euh, ça, ça peut apparenter d'une scène de théâtre ou encore d'une mise en scène de théâtre. OK? Donc, Goffman a parlé de ce qu'on appelle une farce. Une farce, c'est-à-dire c'est l'image sociale que l'on projette. On est quelqu'un, c'est-à-dire on peut être quelqu'un face à une personne et on peut être aussi quelqu'un d'autre à, à d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire l'image sociale qu'on projette, ça peut être une construction, c'est-à-dire vous essayez de construire une- oui, donc l'image, en fait, l'image sociale, c'est comme si on essaie de travailler un type de comportement ou encore de travailler sur des comportements qui sont liés à un statut. Par exemple, à mon travail, j'ai une image, OK? J'ai une image sociale, je projette une image sociale, je dirais très différent par rapport à quand je suis avec des amis, OK? C'est-à-dire, la question de présentation de soi, cela dépend en partie ou en grande partie du milieu. Par exemple, comme on l'a dit, par rapport à notre statut, on a une image sociale, on essaie de projeter une image sociale qui va être différente, par exemple, si je ne travaillais pas. Par exemple, les personnes que je connaisse aujourd'hui, ils ont une image de moi-même.
Mais si j'avais connu ces personnes-là, ces mêmes personnes, en dehors du travail, par exemple, si je les avais rencontrés à la plage, c'était genre que des amis, ça aurait pu ne pas être l'image sociale que je projette aujourd'hui. C'est-à-dire, l'image qu'ils ont de moi pouvait ou peut ne pas être l'image qu'ils ont de moi si c'était dans un autre contexte. OK? C'est-à-dire, mon statut définit en vrai la question d'image. Et c'est pourquoi, par exemple, comme on a dit, Goffman a parlé de la question de mise en scène de l'identité. C'est-à-dire, c'est comme si on fait, non, c'est pas dans une situation réelle, on fait une mise en scène pour projeter quelqu'un, soit quelqu'un que nous sommes ou quelqu'un que nous ne sommes pas, mais qu'on essaie de mettre en avance. OK? Maintenant, comme on a vu, l'identité, c'est pas quelque chose de fini, OK? C'est un processus. L'identité individuelle est processuelle, OK? Mais l'identité individuelle aussi est faite de questionnement, de remise en question, OK? Elle est faite de détours et de retours, de refoulement et d'activation du refoulé, OK? C'est-à-dire, l'identité individuelle, ce n'est pas quelque chose qui est stable, ce n'est pas quelque chose qui est statique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut toujours remettre en question dépendamment du contexte social. Je prends un exemple simple. Par exemple, je prends, c'est quelque chose qui arrive très souvent, par exemple, dans la lutte des étudiants. Si je prends, par exemple, les mouvements étudiants, plus généralement, il y a quelqu'un qui a une posture, qui dit, ben, non, l'État a volé, les gars volaient. Et puis, on l'appelle, on lui propose un job. Vite fait, il se remet en question. OK? Il essaie de voir son avenir par rapport au mouvement qu'il mène. Il essaie de voir les défis qu'il attend maintenant, c'est-à-dire les défis actuels, pour dire est-ce qu'il doit refuser l'offre en continuant à avoir cette même position, genre pour dire ben non, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, ou du moins est-ce qu'il doit se remettre en question et accepter l'offre. Maintenant, une fois accepté, c'est déjà un retour qu'il a fait par rapport à sa proposition. OK? C'est pourquoi on a dit que l'identité individuelle est faite de détours, mais aussi de retours. OK? Donc, l'identité individuelle, elle emprunte, OK? Mais aussi elle se différencie. Je prends quelque chose chez Sandy Larose, mais je me différencie aussi de Sandy Larose. C'est-à-dire, j'ai imité Sandy Larose, mais je me suis aussi transformé pour être quelqu'un d'autre de Sandy Larose. Je ne suis pas Sandy Larose, même si il m'a conduit, il m'a donné la direction, il m'a donné le goût d'écrire, le goût, par exemple, d'être un scientifique, c'est grâce à Sandy Larose. Parce que, imaginez par exemple, vous faites un travail et puis vous avez un retour, on ne vous dit pas, ben, il faut retravailler tel paragraphe, mais il y a tellement de commentaires, vous recevez tellement de commentaires, au final, vous vous remettez en question pour dire, mais au final, c'est dire, vous ne savez rien. Vous qui croyez, en fait, vous qui croyez pouvoir écrire, genre, vous avez écrit, vous avez dit, ben, ça c'est un travail facile, je vais pouvoir écrire un chapitre pour dire, ben, là, vous avez pris votre temps, vous avez écrit, vous avez mis du temps, vous avez fait des recherches, vous avez lu, vous avez fait des citations, vous avez suivi les règles. Et puis, après le retour, c'est comme si vous n'avez rien lu. C'est comme si en fait, vous ne saviez rien du tout. Dans une certaine mesure, vous pouvez soit abandonner, OK? Vous abandonnez, vous dites, bah, OK, l'écriture scientifique, c'est pas pour moi, donc je laisse tomber. Ou du moins,
travailler avec Sandy Larose, ça, c'est pas pour moi, je laisse tomber. Je me barre. Ou du moins, vous vous mettez au défi, vous dites, peu importe les commentaires, peu importe la situation, il faut tout dépasser. Peu importe les situations, il faut tout dépasser. C'est-à-dire, ce ne sont pas des commentaires qui vont vous freiner. Il faut, les commentaires, c'est un moyen de te construire davantage. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que, c'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que, comme a dit Paul Ricoeur, que le soi prend forme. Alors, le soi ne préexiste pas avant le récit, c'est-à-dire avant l'histoire. Donc, c'est pour dire que cette façon-là que j'ai maintenant à écrire, ou cette facilité à écrire, ou du moins la confiance que Sandy Laos a maintenant en moi pour dire, Francky, je t'envoie un texte, j'attends ton retour, ou du moins, Francky, tu peux pas ça, donc c'est pas grave. Donc, je sais que ça va être bon. Maintenant, cette confiance, c'est pas que c'est aujourd'hui, ben, Sandy Laos, il est tombé sur moi, il a dit, bah, ok, je te fais confiance. Donc, c'est un construit. OK? Donc, c'est pour dire que donc, j'ai suivi un processus, même si c'est toujours en cours, OK? Parce que le projet d'identité, comme je l'ai dit tout au début, ce n'est jamais fini. OK? Donc, c'est-à-dire, vous remettez en question, OK? Et vous tentez de prendre une nouvelle proposition par rapport à la remise en question que vous avez fait. OK? Donc, pour poursuivre, l'identité individuelle elle est construite à partir des interactions sociales, à partir des expériences, et ces expériences, ça peut être de manière consciente, ou comme ça peut être aussi de manière inconsciente. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des expériences qui construisent votre personne, soit ces expériences-là, elles sont conscientes, c'est-à-dire, par exemple, l'expérience que je fais avec Sandy Lavo, c'est une expérience qui est consciente. Mais ça peut être aussi des expériences euh, inconscientes dans la mesure où, par exemple, avec vos amis, vous avez, par exemple, vous discutez avec des gens qui vous apportent des choses sans même que vous ne vous rendiez compte. OK? C'est dire, c'est qu'il y a des gens on vous apporte quelque chose, on vous apporte une facilité, on vous apporte par exemple le goût de lecture sans même que vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a un changement. Dans l'identité individuelle aussi, comme je l'avais dit que l'identité est un projet, on peut parler aussi de Carl Rogers. Carl Rogers qui a parlé de le soi comme projet. OK? C'est-à-dire, le soi est une construction qui est dynamique. Et Rogers a dit que cette construction, elle est influencée par deux choses. La première chose, c'est l'auto-évaluation, ok, la construction de soi. Elle est influencée par, selon Rogers, l'auto-évaluation, mais elle est influencée aussi par ce qu'on appelle le regard d'autrui. L'auto-évaluation, c'est dire, vous vous remettez en question, suis-je à la hauteur de mes idéaux? Suis-je à la hauteur de ce que me propose Sandy Laroche? Parce que quand Sandy m'a appelé pour dire, Francky, tu vas m'assister pour le cours de psychologie sociale, la première chose, en fait, ça a été pour moi, c'était gros, c'était grand pour dire, bah, maintenant, je vais assister Sandy Laroche dans un cours de psychologie sociale. Ça m'a interpellé dans un premier temps pour dire si Sandy m'a proposé ça, c'est dire ce n'est pas Francky, je te fais confiance, c'est dire c'est Francky, je, je sais pas, mais la question de confiance, c'est pour moi quelque chose qui est trop faible pour dire, par exemple, un professeur qui vous appelle pour dire, ben voilà, je vais vous prendre comme assistant pour mon cours de psychologie sociale. OK? Donc pour moi, ça a été très gros, j'avais vu ça genre très grand, mais je me questionnais aussi pour dire, est-ce que je vais être à la hauteur de ce que me propose Sandy Laos? Ça, c'est la question d'auto-évaluation.
Et la deuxième, la deuxième influence aussi qu'il y a sur la construction du soi, comme a dit Carl Rogers, c'est aussi le regard d'autrui. C'est-à-dire le soi idéal qui émerge des attentes sociales internalisées. C'est comme si, je vais prendre l'exemple simple pour la même situation. Le, je me questionne du fait, par exemple, que Sandy Larose, il m'a proposé de lui assister pour le cours de psychologie sociale, mais aussi, ma personne est construite aussi à partir du regard de Sandy Larose. Par exemple, du fait que Sandy Larose me fait confiance, maintenant, vous, en tant qu'étudiant, c'est pas comme si vous n'avez trop le choix. Parce que vous avez, en fait, vous allez vous poser la question que si Sandy Larose, lui, il fait avec un doctorat, donc il prend Frankie Saint-Fleur comme assistant, donc c'est quelqu'un qu'on peut aussi faire confiance, qu'on peut se fier. C'est à quelqu'un qu'on peut se fier aussi. Donc, mon, la- c'est-à-dire, le soir, selon Carl Rogers, c'est certes une évaluation, une auto-évaluation, c'est-à-dire l'évaluation de soi et par soi, et aussi l'évaluation de l'autre ou encore le regard de l'autre qui essaie de construire, qui tente de construire, comme je l'ai dit, la, la, la- qui essaie de construire le soi ou encore l'identité individuelle de l'autre. Parlons aussi de l'identité individuelle, c'est parler aussi de Festinger, de Léon Festinger. C'est-à-dire, comme on a dit, je reprends, donc dans l'identité individuelle, nous allons parler de l'identité narrative avec Macadams, avec aussi Paul Ricoeur. On parle aussi de le soi comme projet, c'est-à-dire le soi en construction avec Carl Rogers. Mais on peut parler aussi de ce qu'on appelle la dissonance cognitive avec Léon Festinger. C'est-à-dire, c'est la question des dissonances cognitives, c'est quand il y a des actions, des croyances ou encore des idéologies qui entrent en conflit. Et comme j'avais pris l'exemple d'un étudiant, par exemple, un étudiant dans un mouvement étudiant qui, euh, qui, qui proteste contre la corruption qui proteste contre la corruption des dirigeants. Oui, donc, comme je dis, c'est-à-dire, prenons l'exemple d'un étudiant qui proteste contre la corruption ou encore contre la mauvaise gouvernance d'un dirigeant. Et quand on nous propose un job, ben, du fait qu'il a des précarités, qu'il a des problèmes économiques, que toute sa famille euh, attend de son succès, attend à ce qu'il ait un boulot pour quand il dit ben, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Maintenant, pour Léon Festinger, c'est là c'est là qu'on va avoir ce qu'on appelle la question de dissonance cognitive. C'est-à-dire, ce à quoi vous croyez entre en conflit par rapport à votre position. Maintenant, vous, vous protestez contre la corruption, on vous appelle, on vous propose un job pour, euh, pour vous faire désister. Et là, vous dites, ben, là, par rapport à ma situation, est-ce que je dois prendre ou est-ce que je dois laisser tomber? Donc, à cela, c'est comme, maintenant, il y a donc un conflit, OK? Il y a un conflit qui, par rapport à ta proposition, pour dire, ben, maintenant, est-ce que je dois prendre le job par ce même dirigeant que je courais, en fait, que je courais après hier? Parce que si vous avez dit, ben, les étudiants sont corrompus, vous n'acceptez pas leur gouvernance, maintenant, pourquoi vous acceptez le job? OK? C'est comme aussi voir, par exemple, un pasteur c'est comme voir un pasteur qui va chez un prêtre vaudou pour chercher la guérison.
OK? C'est-à-dire, vous, vous avez une croyance, vous faites, vous avez des croyances, vous avez une idéologie, et que ça entre en conflit directement par rapport à vos actions. Donc, Félix Stenger a parlé de dissonance cognitive, c'est-à-dire, c'est c'est quand l'individu modifie ses comportements ou rationalise ses choix pour restaurer la cohérence interne. OK? Donc là, on parle de la question de dissonance cognitive. Ça, c'était pour la question de l'identité individuelle. Maintenant, voyons ce que nous appelons l'identité collective. Oui, alors, avec l'identité collective, on va voir, par exemple, la question de l'identité sociale. OK? On va voir la question de l'identité sociale. Euh, bon, je vois qu'il est 7 heures, ça fait 1 heure. Je ne sais pas, maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions ou professeur, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, oui. OK, ça marche, très bien. Donc, l'identité collective, on va voir l'identité sociale avec Tajfel, OK, avec aussi Penner, OK. Mais d'abord, essayons de définir c'est quoi l'identité individuelle. Qu'est-ce que c'est? À quoi? Alors, pas l'identité individuelle, l'identité collective. À quoi il faut s'attendre? Quand on parle d'identité collective, c'est- à quoi il faut faire référence? Eh bien, il faut dire que l'identité collective fait référence à l'appartenance d'un individu à un groupe social. Parler de l'identité collective, c'est parler de l'appartenance d'un individu à un groupe social. C'est comme quoi l'on pourrait dire que le collectif assigne à l'individu une place dans la structure sociale. OK? Mais dans la question de l'identité sociale, par exemple, avec Henri Tajfel, il a dit, par exemple, que l'identité sociale, en fait, que l'identité collective, pardon, repose sur ce qu'on appelle la catégorisation et aussi la comparaison sociale. OK? La catégorisation, c'est-à-dire, je suis un tel qui va être opposé ou encore versus ma proposition. OK? C'est comme si on va dire, je suis féministe versus traditionnaliste. OK? Ça, c'est dans la catégorisation. C'est-à-dire, c'est une sorte de démarcation qu'il y a. OK? C'est une sorte de démarcation quand quand on parle quand on parle de catégorisation sociale. OK? Mais il y a aussi l'aspect de comparaison sociale. C'est-à-dire, et l'aspect de comparaison sociale, c'est le fait de valoriser, pardon, excusez-moi, merci. Oui, excusez-moi. Alors, comme je disais, pour la question de comparaison sociale, c'est le fait de valoriser son groupe pour, dans une certaine mesure, booster la motivation ou encore l'estime de soi. C'est dire, c'est comme si on va dire que sans groupe, pas de sens, sans sens, pas d'identité. OK? S'il n'y a pas de groupe, c'est-à-dire, il n'y a pas de sens, et s'il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'identité. Alors, faut-il que, faut-il qu'on précise que nous sommes dans l'identité collective? C'est pas l'identité tout court, hein. S'il n'y a pas de groupe, ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas d'identité. Il peut y avoir l'identité individuelle, parce que l'identité individuelle, en fait, se manifeste en dehors du groupe, OK?
Donc, quand on parle d'identité collective, c'est-à-dire s'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de sens. Et s'il n'y a pas de sens, comme on a dit, il n'y a pas d'identité. Dans la question de l'identité collective aussi, comme on l'a dit, c'est-à-dire ça, l'identité est définie à partir de certaines caractéristiques essentielles par rapport à l'ordre social, pour citer De Gaulle-Jacques. OK? Maintenant, parlons de l'identité collective, c'est parler aussi de mémoire collective. Ben, je pense que pour professeur Sandy, il va vous en parler un peu plus. Mais l'identité, alors la mémoire collective souligne que, par exemple, que les groupes construisent une mémoire partagée. Et cette construction d'une mémoire partagée, c'est davantage pour renforcer la cohésion. Par exemple, prenons la question de la fête d'indépendance. La fête d'indépendance, c'est une mémoire collective. OK? Ou encore bataille des Vêtières, c'est une mémoire collective. Ou du moins, si je prends quel exemple qui est actuel, euh, bon, ben c'est-à-dire, la question de mémoire collective, c'est une construction, OK? C'est une construction qui est faite pour renforcer davantage la cohésion. Donc là, c'est davantage dans ce qu'on appelle la mémoire collective. Dans l'identité collective aussi, il faut prendre en compte ce qu'on appelle le mécanisme de cohésion. Parce que quand on sommes dans l'identité collective, il faut prendre en compte, c'est le moi en rapport avec l'autre. C'est l'autre en rapport avec nous. OK? Donc, c'est l'autre en rapport avec nous. C'est-à-dire, ce n'est pas moi tout seul, c'est moi en rapport avec l'autre et c'est l'autre en rapport avec nous dans l'identité collective. Maintenant, les mécanismes de cohésion, on parle par exemple de la question de leadership symbolique, OK? C'est-à-dire qu'il y a la question de leadership symbolique, c'est comme quoi dirait par exemple un leader qui incarne les valeurs du groupe, OK? Ou encore, on pourrait aussi parler de ce qu'on appelle des normes ou encore des rituels, OK? C'est-à-dire, les rituels, en fait, les rites marquent ce qu'on appelle l'appartenance. L'appartenance, ce qui je pense, si je ne me trompe pas, professeur, vous me direz, que comme, je crois que c'est Emile Durkheim qui l'a expliqué dans les formes élémentaires de la vie religieuse, je crois, qui parle des rites qui marquent ce qu'on appelle l'appartenance à un groupe. Par exemple, la question de mariage ou autre. Donc, c'est une forme de cohésion ou encore de mécanisme de cohésion. OK? C'est, c'est- c'est- C'est-à-dire, ce sont des éléments qui, qui participent davantage euh, qui participent davantage en fait, au construit de ce qu'on appelle l'identité collective. Mais, par exemple, Saint-Solier aussi a dit que l'identité collective est souvent perçue comme une sorte de demande de reconnaissance de certains groupes sociaux cherchant à se faire valoir et s'accepter. L'identité collective est souvent perçue comme une sorte de demande de reconnaissance de certains groupes sociaux cherchant à se faire valoriser et s'accepter. Autrement dit, c'est comme si l'on dirait que si l'on ne vous reconnaît pas comme groupe, vous n'existez pas. Si l'on ne vous reconnaît pas comme groupe, vous n'existez pas. Donc, il faut chercher davantage la reconnaissance et la reconnaissance, elle n'est jamais acquise. OK? La reconnaissance, elle n'est jamais acquise. Avoir la reconnaissance d'un groupe,
Ça ne voudrait pas dire que vous n'avez pas besoin de la reconnaissance d'autres groupes. OK? C'est pourquoi, par exemple, que Vygotsky a dit que la construction d'une identité collective pour un groupe semble répondre d'abord au besoin de se défendre vis-à-vis des contraintes qui lui sont imposées. OK? La construction d'une identité collective pour un groupe semble répondre d'abord au besoin de se défendre vis-à-vis des contraintes qui lui sont imposées. Donc, il faut chercher à répondre aux contraintes, c'est-à-dire à un ensemble de contraintes, et ces contraintes sont principalement et avant tout la question de reconnaissance. C'est-à-dire, c'est chercher davantage de reconnaissance vis-à-vis de l'autre, parce que c'est l'autre, c'est nous en rapport avec l'autre. OK? L'identité collective, c'est nous en rapport avec l'autre. Maintenant, si c'est nous en rapport avec l'autre, ce n'est pas nous en rapport avec nous, c'est nous en rapport avec l'autre. Donc, l'autre doit nous reconnaître. Si l'autre ne nous reconnaît pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nous. Parce que le nous existe parce que l'autre nous reconnaît. C'est comme si nous avons dit, même gens en pile motivateur fait sur les réseaux sociaux pour dire, ou pas vivre pour monde, regard monde, pas doit définir mon nom. Moi-même, je dis que c'est vrai, mais je dis en grande partie que c'est faux. Parce que ce que nous sommes, puisque nous sommes dans la question identité individuelle, maintenant nous sommes dans l'identité collective là, ça nous y est, c'est regard nous sur nous qui fait ça y est, mais c'est aussi regard l'autre. Parce que, bon, ben, non, un exemple simple. Si, même si ou pas volé, non, ou connaît qu'on pas volé, mais si dans zone, là, tout le monde dit qu'on s'est volé ou c'est volé. Défendez-vous autant que vous voulez, mais du fait que tout le monde dit qu'on s'est volé, au final, ou volé. Et, ou quand même, arriver dans une dimension pour qu'on remette peut-être en question pour dire qu'est-ce que me volé, vrai. Même si en vrai, vous savez que vous n'êtes pas, oui, mais vous vous posez la question pour dire est-ce que me savent, vrai. C'est pour dire que le regard de l'autre, ça en dit beaucoup sur nous-mêmes. Ça nous construit, ça peut aussi nous faire changer de posture ou encore de position. C'est pas que je suis moi-même et ça en reste là, OK? C'est pas que je suis moi-même et ça en reste là, je suis moi-même, mais c'est un processus, ce n'est jamais fini, comme je l'ai dit. Tout comme l'identité collective n'est jamais acquise, c'est-à-dire que ce n'est jamais fini, c'est aussi pareil pour l'identité individuelle. OK? C'est-à-dire, vous chercherez toujours ce qu'on appelle de la reconnaissance du fait qu'il y aura toujours ce qu'on appelle les contraintes. Ça, c'est, ça, c'est non défini, OK? C'est non défini autour de la question de l'identité. Maintenant, en fait, du fait qu'on parle de l'identité collective, il faut aussi prendre en compte ce qu'on appelle les interactions et les tensions qui existent entre identités. C'est-à-dire la question des conflits ou encore des crises identitaires. OK? Donc, on prend les, euh, on prend les interactions, mais aussi les tensions qui existent entre identités. Conflit identitaire ou encore crise identitaire, ça peut être, on peut parler par exemple de la question de stigmatisation, encore avec Kaufman, ou encore de la question de l'appartenance, encore avec l'identité sociale. Mais la première chose qu'on va prendre en compte dans la question des crises identitaires, ce sont ce qu'on appelle les mobilisations collectives avec Serge Moscovici. Parce que les mouvements sociaux transforment les identités individuelles blessées en force collective. OK? Les mouvements sociaux, ça peut transformer des identités individuelles blessées
OK? Ça peut transformer des identités individuelles blessées en force collective. Par exemple, si on va prendre en compte la question de Côte Petro-Caribéa. C'est un mouvement social qui transforme des identités individuelles blessées. Bon, malheureusement, c'est un mouvement qui n'existe plus ou je ne sais pas parce qu'on on n'en parle presque plus. Mais c'était, c'était des identités individuelles blessées en fait, qui a été transformée en force collective. Alors, quand je parle de force collective, vous allez comprendre que, par exemple, dans un temps record, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a été forcée de produire 3 rapports sur les fonds de Petro-Caribé. De, de 2010 à 2017, il n'y a jamais eu de rapport spécifique sur le fonds de Petro-Caribé, mais avec la mobilisation du mouvement Côte Corp Petro-Caribéa, la Cour supérieure des comptes a été forcée de produire 3 rapports. Et comme je l'ai dit, ces 3 rapports dans un temps record, dans la mesure où il n'y a jamais eu de rapport spécifique par rapport, par rapport par rapport à cette affaire de fonds Petro-Caribé. Donc, c'est pour dire que dans la question de mobilisation collective, comme a traité Serge Moscovici, c'est des mouvements sociaux peuvent transformer un simple éclat en une force majeure ou encore en une force collective. OK? Donc, c'est dire, c'est un mouvement, c'est un mouvement qui a été pris par quelqu'un, et ils se sont mis ensemble pour créer cette grande mobilisation collective pendant un moment, qui a fait secouer relativement tous les corrompus, tous ceux qui avaient touché, qui ont dilapidé les fonds de Petro-Caribé. À un certain moment, ils étaient, en fait, ils avaient tous la diarrhée, quoi. Parce que produire des rapports, bien sûr, le rapport, c'était pas fini parce il fallait que la justice fasse le suivi. Mais on va dire pendant un certain moment qu'il y a eu la tremblade pour dire, ben, et s'il y a, et s'il y a ci ou et s'il y a ça. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de suivi spécifique, mais ça aurait pu déclencher vraiment beaucoup plus que ce que nous avons vu. OK? Maintenant, aussi, on dit aussi que l'identité collective, ça renvoie à l'altérité. OK? La question d'ipséité avec Paul Ricoeur. L'identité collective renvoie en fait, à l'altérité. OK? C'est-à-dire, c'est l'opposition de l'idem à l'ipsé. OK? Rappelez-vous, parce que j'en avais parlé avec Paul Ricoeur, OK? Qui a parlé d'idem et aussi d'ipsé. Idem, identité, mêmeté, et ipsé, c'est identité, c'était identité avec l'autre. C'est identité altérité. C'est-à-dire, c'est, certaines fois, ça peut résulter, OK? Certaines fois, identité l'identité peut-être en fait, peut résulter d'un glissement de l'individuel au collectif. Et c'est à partir de ce moment, par exemple, que nous avons ce qu'on appelle les mouvements collectifs. Parce que les mouvements collectifs, c'est un glissement de l'individuel, OK? C'est-à-dire, il y a eu quelqu'un qui n'a pas accepté, qui s'est fait entourer par d'autres personnes pour créer quelque chose. C'est-à-dire, pour Vygotsky, en fait, la quête d'identité peut participer ou encore participe vraisemblablement d'un processus d'individuation, OK? Et aussi, ça peut constituer d'une façon ou d'une autre une réponse. C'est-à-dire,
c'est comme si les identités collectives connaissent un déclin. Alors, et peut-être aussi, ce que je dirais, en fait, l'identité collective peut connaître un déclin, ok? C'est-à-dire, c'est comme si on va dire que ça peut passer soit du processus de normalisation ou encore d'une socialité individualisante, ok? Donc, c'est pour dire que la question d'identité collective, certes, les membres s'identifient à quelque chose de commun, c'est-à-dire ils constituent quelque chose il y a une similitude totale ou encore une similitude partielle, mais cette même identité collective, c'est à la fois la représentation commune que les membres se font des objectifs ou encore des raisons, OK? Mais aussi c'est la reconnaissance mutuelle de tous dans cette présentation. Je reprends. L'identité collective, c'est à la fois une représentation commune que les membres se font des objectifs, parce que quand on parle de l'identité collective, on parle du groupe, OK? C'est nous par rapport à l'autre. Donc, on s'identifie ou encore on a une représentation par rapport à nos objectifs, OK? Mais c'est aussi une reconnaissance mutuelle. Une reconnaissance mutuelle dans la mesure où vous me reconnaissez en tant que groupe, je vous reconnais aussi en tant que groupe. Par exemple, c'est pourquoi, par exemple, il y a les Nations Unies, il y a des pays qui reconnaissent l'autre en tant que pays. Et maintenant, il y a ce principe de réciprocité ou encore de mutualité pour dire que si vous ne me reconnaissez pas, je ne vous reconnais pas non plus. Et dans une dimension un peu plus banale, on voit ça par exemple avec Donald Trump maintenant qui, à chaque fois qu'il met par exemple des droits de douane à un pays, par exemple, si on va prendre le Canada, dans son premier temps, il a ajouté 25% des droits de douane. Et Justin Trudeau, il a dit, ben, OK, on va garder la question de réciprocité, on va aussi ajouter 25% aussi. C'est-à-dire, vous me reconnaissez, je vous reconnais aussi. C'est pourquoi on parle de la reconnaissance mutuelle. Claude, Ouais, alors, pour ça, s'il y a quelque chose, il faut m'interrompre parce que là, j'estime je prends beaucoup de temps. Vous êtes là? bien correct, moi je peux juste rebondir s'il y a lieu, s'il y a besoin, mais jusqu'à présent, ça passe très bien. Donc, moi j'ai pris beaucoup de notes par rapport à tes propos qui sont très convaincants et puis aussi bien structurés. Donc, il n'y a rien à dire. Donc, que sinon, en fait, quand tu auras fini, moi je peux, voyez-vous, rebondir un peu et je peux. Comment je peux dire ça? Donc, sinon, c'est ça, je peux un peu rebondir sur plein d'affaires très, très intéressantes que tu as signalées, que j'estime que c'est tellement intéressant. Donc, moi, j'ai quand même noté beaucoup d'éléments, que ce soit par rapport à l'identité, en fait, à ta manière de définir l'identité qui me surprend, c'est très intéressant d'ailleurs comme un projet. Donc, c'est très intéressant. Donc, écoute, en fait, si tu as fini, écoute, moi, je peux rebondir. Mais, mais sinon, écoute, ta carte blanche, tu finis quand tu finis. Et puis, aujourd'hui, c'est vraiment à toi, là. Donc, tu finis quand tu finis. Donc, prends ton temps, là. C'est à toi de me dire si tu as fini. Et puis, moi, je peux rebondir au moment opportun, quand c'est correct pour toi. OK, merci. Merci pour ça. Et en fait, je vais lancer le dernier point pour finir. C'est principalement les défis contemporains ou encore les... T'es pas soumis à finir. Tu vois, écoute, tu prends 1 heure, tu prends 30 minutes, écoute, expose ce que tu as exposé, et puis tu finis quand tu finis, et puis moi, je vais rebondir quand il le faut, sinon on peut attendre un autre coup pour rebondir, c'est correct. Ah, OK. Eh bien, c'est super. Merci. Merci pour ça. Oui, un instant, je reprends. Un instant. Je suis un peu, en tout cas,
qu'il cherche plutôt, ce qu'il a partagé avec vous. Donc, moi, je pense qu'il est un petit peu, enfin, qu'il est très intéressant, les propos par rapport au projet de vie que j'aime beaucoup, cette définition de l'identité comme un projet en fait, qui n'en finit pas. Donc, c'est très intéressant. Et puis, ça m'amène rapidement à ce qu'on appelle, Frankie, un peu le soi dans la manière que quelqu'un euh, comme Georges Herbert Mead Mhm. définit, qui Oui, est oui, l'un des pionniers de la psychologie sociale, mais aussi de l'interactionnisme symbolique, qui définit comme le soi comme une sorte de composante, une synthèse entre le moi et le je. Et, et le projet là dont tu parles, est tissé à travers cela. Et le moi, en ce sens, est, est, est- et c'est l'individu en tant que projet, en tant qu'objet pour lui-même, c'est-à-dire une sorte de représentation que ce dernier se fait de lui-même. Donc, en ce sens, il est important de comprendre l'identité, non pas comme quelque chose de défini, de statique, mais plutôt de quelque chose de dynamique. Donc, ouais. l'individu aussi fait sien les sujets et les attitudes d'autrui. C'est-à-dire, Francky l'a bien mentionné, euh, l'a bien dit, c'est que on n'existe pas sans l'autre dans la mesure où l'autre est notre reflet, mais l'autre aussi conditionne notre existence. On l'avait vu aussi avec toute la notion de facilitation sociale ou l'inhibition sociale, comment la simple présence d'autrui, que ce soit réel ou imaginaire pourrait hanter notre existence ou pourrait conditionner notre existence. Moi, j'ai en tête là, Francky, l'image d'un étudiant, d'une étudiante qui est à l'université, mais qui, pour, pour plein de raisons, il y a beaucoup de choses que cette étudiante ou cet étudiant ne fera pas, et ne ferait pas, pardon, tout simplement parce que il y a son père, il y a sa mère, il y a une personne qui, je dirais, qui est là, qui est présente, mais qui n'est pas présente en même temps, parce que c'est parce que la personne pense à cette personne prend place dans le vécu de l'étudiant, je dis un étudiant, ça pourrait être n'importe qui. Et puis, ça fait en sorte que à chaque fois qu'on va essayer de poser une action, on se dit, est-ce que notre mère, est-ce que notre père, est-ce que notre tante, est-ce que notre marraine, notre parrain, parce qu'on est dans le contexte haïtien, vous me comprenez bien, en fait, est-ce qu'il sera d'accord? Est-ce qu'il serait d'accord? En fait, ça peut être aussi un professeur, c'est-à-dire on est un peu le reflet des autres, on est un peu, c'est-à-dire quand on pose des actions, dans notre existence, on est un peu conditionné à bien, à bien des égards non seulement par le regard d'autrui, mais aussi par la pensée d'autrui. Donc, ça, c'est une dimension très importante. Et puis, il y a aussi la dimension de confiance que Francky a soulevée, que j'estime être très intéressante, c'est-à-dire l'identité, c'est un processus, et ce processus, la plupart du temps, ne serait-ce que l'identité professionnelle, cela se construit à travers ce qu'on appelle la confiance, le lien de confiance. Et en psychologie, écoute, vous comprenez ce que ça veut dire, le lien de confiance. Le lien de confiance veut dire que en fait, l'individu, en fait, son estime de soi est conditionné par le regard des autres, par ce que disent les autres de lui, par le regard d'autrui. Le regard d'autrui est une notion importante pour nous en psychologie sociale et on ne peut pas s'en sortir. En d'autres mots, étant donné qui avait pris l'exemple, écoute, moi j'ai eu cette réputation à la faculté. Ce professeur, quand on réussit son cours dignement, on sait que, écoute, on peut réussir n'importe quel cours. Mais en même temps, c'est ce professeur aussi avec qui, quand on fait un mémoire de sortie, on fait sa thèse avec ce professeur, écoute, on a la note maximale parce qu'on a beaucoup travaillé et on a vraiment travaillé. Donc, c'est-à-dire, mais c'est une réputation qui a été construite pendant plus de 12 ans
et puis qui est resté. Tout comme aussi, si c'était quelque chose de négatif, cela m'aurait suivi aussi. Et donc, c'est-à-dire, Frankie, en tant que, je dirais, ancien étudiant, parce qu'il n'est plus étudiant, donc c'est pas un étudiant, c'est un collègue, c'est-à-dire avec qui j'ai réfléchi, j'ai écrit, j'ai produit, on a un projet de recherche ensemble, c'est-à-dire on n'a pas une recherche, on a un projet de recherche sur la question d'identité, sur la question de mode, sur la question du corps, le beau. Par exemple, on est le premier à travailler sur la question du beau d'un imaginaire collectif haïtien, par exemple. Donc, écoute, mais écoute, c'est pas à partir du travail que j'ai fait avec Franquet à travers je veux dire, son mémoire de sortie, mais plutôt à partir de la première fois, en fait, il y avait deux étudiants dans cette promotion, en tout cas, il y en a d'autres, mais il y en avait genre trois, quatre étudiants, pour être plus honnête, dans cette promotion qui la première fois en fait, que je commence à les enseigner, parce que là, je faisais ma thèse de doctorat à l'époque, je suis rentré en Haïti rien que pour enseigner, j'ai payé mon billet, c'est pas l'université qui paye mon billet. Bon, vous savez ce que c'est en termes de budget, on n'a pas vraiment ce budget. Donc, moi, j'ai payé mon billet, je suis rentré pour faire le cours. Et puis, il y a des étudiants qui ont attiré mon attention. Et parmi ces étudiants, il y avait Francky. Il y avait aussi Peterson Nonsan. Il y avait Kwame. Je crois qu'il y avait aussi d'autres étudiants là leur nom m'échappe, mais ces étudiants particulièrement, en fait, m'ont attiré l'attention parce qu'ils me posent des questions solides. Écoute, c'est pas n'importe quelle question là. Ils me posent des questions solides, ils sont capables de discuter avec moi, ils sont capables. Écoute, je me suis dit, mais non, écoute, écoute, ça vaut la peine de se déplacer, de venir faire un cours en présentiel pour des étudiants ici. D'accord? Ça fait tellement du bien. C'est-à-dire, moi, quand je fais un cours en présentiel, les étudiants ils le savent. Écoute, c'est plus qu'un cours, là. Donc, on essaye de construire une pensée. Donc, moi, ça m'a attiré. Écoute, à partir de là, je me suis dit, mais écoute, ces étudiants-là, je peux pas juste les laisser comme ça. Et puis, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont été de très bons étudiants et qui finissent, moi, je dirais, écoute, qui n'ont pas, en tout cas, un bon parcours. Mais c'est pas parce que mais c'est parce que, pas parce que l'étudiant n'est pas bon ou l'étudiante n'est pas bonne, mais c'est parce qu'il y a un manque d'encadrement. Moi, j'ai décidé d'encadrer ces étudiants, et Frankie et Peterson. Par exemple, ces étudiants-là, ils sont en maîtrise, et puis, ils écrivent, écoute, ils ont un projet ça veut dire, ils se construisent sur le plan identitaire. Il y a une identité intellectuelle que ces étudiants. Et quand vous parlez de ces étudiants, ça fait dans le passé, c'était des étudiants, mais quand vous parlez de ces personnes, de ces gens-là, en tout cas, donc c'est plus mes étudiants, je ne vois pas comme ça, je les vois comme des collègues. Et quand vous parlez de ces personnes-là, ça implique un respect dans la communauté étudiante, la communauté facultaire et universitaire. C'est très intéressant. Donc, c'est-à-dire, c'est un produit, c'est aussi un producteur. C'est ça, l'identité est producteur et produit à la fois. Ça, c'est une notion importante, rapidement. Donc, je ne vais pas être long, Francky, mais aussi, Francky a soulevé la question du vécu et le regard d'autrui, qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas ignorer. Donc, pour revenir à mythe, c'est-à-dire si le soi, c'est plus que, c'est le soi, si le soi, euh, c'est la représentation de l'individu, d'accord, le moi plutôt, et le soi se compose du je et du moi, le moi est la représentation de l'individu, euh, mais le je se rapporte, pardon, au sentiment de l'individu pour lui-même et aux attitudes des autres qu'il a intériorisées. Parce que la notion importante que Francky voulait vous inculquer, comme tout intellectuel, comme moi, par exemple, quand je fais mes cours, donc il y a quelque chose que je veux inculquer, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui prend les notes pour les dire après, donc peut-être il faut aller réécouter l'audio pour le cerner. Moi, je crois que Francky veut vous inculquer la notion de ce qu'on appelle l'intériorisation et l'internalisation, deux concepts importants en psychologie sociale, c'est-à-dire les normes, les valeurs sont intériorisées par des individus ces individus-là,
dans des circonstances, arrivent soit à les remettre en question, soit à les forger à leur manière et en essayant de se construire. Et la construction, ça passe par ce qu'on appelle l'identité narrative, que Francky en a parlé largement, avec Paul Ricoeur, l'ipséité, méméité, c'est-à-dire l'individu tout en étant lui-même, c'est-à-dire moi, je suis toujours Sandy qui avait 3 ans, 1 an, 0 année et qui a, tu vois, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui a 80 ans, 100 ans, etc., qui va mourir un jour. Bon. Mais en même temps, j'ai changé. Je suis toujours le même, mais en même temps, j'ai changé. Donc, c'est-à-dire, tout en étant le même, mais j'ai changé. Je vais avoir des cheveux blancs. Donc, je vais avoir une peau en fait, un petit peu plus, tu vois, qui, en tout cas, qui rappelle que c'est plus le jeune de 20 ans. Donc, c'est le vieux de 70, 80, 90 ans. Donc, juste pour vous dire que, mais en même temps, mes yeux, c'est les mêmes yeux. Je vais avoir les mêmes yeux. C'est quelqu'un qui m'avait reconnu, écoute, il va dire, mais c'est Sandy. Donc, mais en même temps, c'est pas le même Sandy. Donc, c'est juste cette dimension-là que Frankie soulève avec la question de l'identité narrative, la construction de l'individu qui se construit à travers un discours, mais aussi qui se construit à travers euh, l'opposition à l'autre. C'est-à-dire l'identité en soi-même, c'est construit dans une dynamique conflictuelle dans le sens de Serge Moscovici d'ailleurs. Donc, je crois aussi rapidement, Francky, je ne vais pas être long, donc l'identité collective, Francky l'a soulevé aussi, très bien soulevé. Donc, ça nous rappelle de ce qu'on peut appeler, alors c'est une sorte de produit des représentations sociales, l'identité collective. Et l'identité collective, c'est le produit des représentations sociales d'un groupe vis-à-vis d'un autre groupe, et l'individu a a un besoin, d'ailleurs, Francky a mentionné euh, Carl Rogers, donc, en fait, qui fait partie de ce qu'on appelle la psychologie humaniste. Mais il n'y a pas que Carl Rogers, il y a Carl Rogers, Paulo May, mais aussi Abraham Maslow, qui est un auteur important dans cette direction-là, en ce sens, où, quand on parle de ce groupe-là, l'individu a aussi un besoin de reconnaissance de la part du groupe. C'est important, et ce besoin, c'est un besoin important pour l'individu et ça fait partie de la pyramide des besoins. Et puis, en dernier lieu, c'est le dernier point, mais c'est pas le moindre, c'est ça, c'est l'identité individuelle blessée, c'est très, très important. Donc, il y a 2 auteurs importants qui sont d'ailleurs tous deux, bon, pas tous deux, l'un d'entre eux, par exemple, Axel Honneth, qui est l'un des maîtres de chaire à l'école de Francfort, en tout cas l'un des meneurs intéressants, importants de l'école de Francfort, qui a succédé à Jürgen Habermas et, et les autres. Donc, lui, ce qu'il propose, c'est ça, c'est que l'individu a un besoin de reconnaissance et surtout les individus qui sont, en fait, qui ont une identité blessée par rapport à l'esclavage, c'est dû par rapport à la déportation. Euh, Là, je parle par exemple des Juifs, je parle aussi des Noirs, les Afro-descendants, les Africains. Donc, en fait, ces personnes-là, les Indiens aussi. Donc, en tout cas, ces personnes qui ont été toujours racisées et puis qui ont été toujours marginalisées, euh, même chez eux parfois. Donc, on peut être marginalisé parce que tout simplement, on est plus foncé et par rapport à un autre, une autre personne qui est qui est de même nationalité que nous. Donc, on peut être racisé. Donc, c'est ça, c'est des points importants, mais la personne a une manière de revendiquer en fait, ce qu'il est comme personne, euh, comme individu, pardon, et puis, mais aussi
la personne a tendance à se jeter dans la rébellion, dans la revendication constante de son identité, d'où ce qu'on appelle euh, la lutte pour la reconnaissance telle que Axel Honneth l'a bien élaboré, l'a bien suggéré dans ses recherches. Donc, et puis, l'autre auteur qui est intéressant, il parle plutôt de mémoire blessée, c'est Ziegler, Jean Ziegler. Jean Ziegler qui écrit des textes intéressants, Les Seigneurs du crime, qui écrit, en fait, en tout cas, la haine de l'Occident, l'Empire de la honte. Donc, autant de textes très intéressants, très importants. Moi, j'ai eu la chance de lire ces textes parce que j'étais aussi en sciences politiques, j'enseignais en sciences politiques. Donc, mais c'est des textes intéressants aussi en psychologie sociale et en psychologie sociale qui regarde, qui veut regarder, qui veut comprendre euh, la, la discrimination sociale, la discrimination raciale. En gros, Francky, écoute, c'est magnifique. Donc, écoute, bonne continuation, donc bonne continuité. Donc, moi, je suis là, je prends encore toujours des notes. Merci. Pour, pour les clarifications et aussi pour la clarté que vous apportez à mes propos. C'est extrêmement important. Donc, je pense que ça a permis aux étudiants de mieux comprendre des choses que j'avais un peu expliquées. Je pense aussi ça leur donne la possibilité aussi de voir un peu plus loin avec d'autres auteurs comme Axel Honneth. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh, En tout cas, je pense que c'est malheureusement je ne l'ai pas cité, mais c'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup d'admiration. Ouais, ouais, je comprends. Ok, je comprends. Ouais. Bon, je pense on a beaucoup parlé de la question de l'identité, mais on n'a pas encore parlé des mécanismes de construction de l'identité. Parce que ça, c'est important. Si on parle de l'identité, on doit savoir comment ça se construit, à partir de quoi, quels sont les rouages. Euh, bon, d'abord, parlons de ce qu'on appelle comme mécanisme de construction identitaire, parlons de ce qu'on appelle la socialisation ou encore de ce qu'on appelle les rôles sociaux. Euh, la socialisation, je pense qu'on le sait tous. Par exemple, on va parler d'abord de la famille, de l'éducation ou encore de l'institution scolaire, mais aussi de ce qu'on appelle les médias et encore, ou encore ce qu'on appelle la culture, en fait, la culture populaire. Ça, c'est dans un premier temps les trois éléments, les trois mécanismes qui participent à la construction de l'identité. Donc, la famille, c'est celle qui transmet des valeurs culturelles, des traditions, mais aussi des attentes de rôle. Et la famille, en fait, par la famille, ça passe davantage par ce qu'on appelle l'attachement émotionnel, principalement durant l'enfance. Et je pense qu'on pourrait aussi citer Erickson, qui a parlé des étapes, je pense, des étapes de vie dans la théorie psychosociale de Eric Erickson, ok, qui a parlé des étapes. Donc, c'est-à-dire la question de l'attachement émotionnel durant l'enfance, ça influence davantage ça peut influencer, je dirais, la sécurité identitaire à l'âge adulte. C'est-à-dire la façon dont on vous a élevé. Les, les- ce que vous avez eu comme attachement, ça pourrait, je dirais, dans une certaine mesure, influencer la sécurité identitaire que vous aurez, je dirais, à l'âge adulte. Maintenant, on pourrait aussi parler des institutions scolaires qui, euh, qui inculquent non seulement des savoirs académiques, mais aussi qui nous inculquent aussi des normes sociales. Et en fait, je vous partage une confidence. Je suis au Cap-Haïtien, je suis
assistant pédagogique dans une école, dans une grosse école au Cap-Haïtien. Excusez-moi. Oui, comme je disais, donc je travaille en institut. Et puis, en fait, j'ai eu une discussion avec mon patron pour lui dire que est-ce qu'en réalité, il faut jeter la responsabilité première aux parents du fait que, euh, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, pour dire que on parle de la dépravation ou là encore de la dégradation des jeunes, est-ce qu'il faut rejeter la faute, en fait, d'abord et avant tout à la famille, ou du moins, est-ce qu'il faut tout rejeter principalement à l'école? Oui, alors j'avais cette discussion avec mon patron pour lui demander est-ce qu'il faut rejeter la faute premièrement à la famille, puisque si l'on comprend bien, je ne voudrais pas exagérer, mais je dirais que 80% des parents en Haïti, 80% des élèves ou encore des étudiants, ou encore des jeunes, ils ont passé moins de 4 heures avec leurs parents, alors qu'ils ont passé environ 7 à 8 heures à l'école. Donc, on comprend bien. On timoun, parents lever, peut-être il fait manger pour lui, et puis parents lever à 6 heures, baigner pour aller à l'école, et quitter la calle à 7 heures, ou encore à 6h30, dépendamment de côté il était. Et puis, le parent, lui, il sort pour aller vendre. Parent entrer dans l'espace 5 heures, tout le monde en sort pour la 3 heures, donc on a fait tout à fait. Et puis, et, les parents rentrent à 5 heures, ils sont tout fatigués, ils mangent le bain à 8 heures par endroit. Maintenant, en temps de réveil, c'est-à-dire l'enfant a passé environ 4, 3 à 4 heures avec le parent. Mais maintenant, alors qu'à l'école, l'enfant, il va à l'école depuis 7 heures et il laisse 3 heures ou 4 heures. C'est-à-dire que ça fait au moins 8 heures à l'école. Maintenant, est-ce que la responsabilité première de l'éducation des enfants, ça ne passe pas principalement par l'école? Est-ce que quand on regarde comment ça se passe réellement en Haïti, est-ce qu'on va rejeter la faute principalement à la famille ou du moins on va d'abord et avant tout questionner l'école, questionner la responsabilité de l'école? Parce qu'à ce moment-là, quelqu'un qui passe 3 heures avec ses parents et qui passe 8 heures en école, maintenant, on ne va pas dire que c'est parents qui étaient mal élevés, c'est éducation par parents qui bali. Donc, certes, ça va jouer, parce que l'école, ça ne dit pas tout. L'entourage, l'environnement, en fait, le voisinage, ça peut aussi jouer beaucoup. Mais ouais, j'ai toujours dit, alors j'avais dit à mon patron que j'estime que l'école n'a pas construit un foyer auquel l'enfant doit se sentir intégré. Parce que le plus souvent, les enfants qui vont à l'école, c'est comme une sorte de matière. On les force à aller à l'école, mais si un jour le parent il n'est pas là, donc l'enfant ne va pas être enthousiasmé à aller à l'école. Donc c'est comme dire que on devait se sentir, on devait, en fait, on devait être content quand on va à l'école, mais en réalité, quand on va à l'école, je sais pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi, par exemple, le plus souvent, les jeunes, ils attendent les vacances. Parce que ce qui les intéresse le plus, ce sont les vacances. Et puis ensuite, une fois qu'on a moins de 5 ou moins de 6, ça passe. Maintenant, cette responsabilité, moi, comme j'avais dit à mon patron, il faudrait d'abord et avant tout responsabiliser l'école dans la mesure où la responsabilité première est à l'école dans la mesure où l'école n'a pas su trouver les moyens adéquats pour que les enfants ils puissent se sentir à l'aise, pour qu'ils aient envie d'y rester un peu plus.
mais, mais ils attendent davantage la cloche à ce qu'on sonne pour qu'ils rentrent pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui a été, qui m'interpelle et à mon avis, qui devait aussi nous interpeller. Donc ça, c'était pour parler un peu, c'était juste une parenthèse pour parler de la question du rôle des institutions scolaires dans la question de construction identitaire. Et on va prendre un dernier élément qui est très sensible, qui est extrêmement sensible, c'est la question des médias. Les médias et culture populaire, dans la mesure où les médias, ça peut renforcer notre identité, ça peut renforcer les stéréotypes identitaires, ça peut, ça peut nous complexer, ça peut nous déconstruire aussi. Parce que de- le discours que vous entendez tous les jours, c'est ce même discours qui va façonner votre façon de comprendre les choses. Le discours que vous entendez tous les jours, vous risquez de répéter ce même discours dans la mesure où vous ne prenez pas ça avec nuance, vous ne prenez pas de recul. Or, quand on est enfant, on ne peut pas prendre de recul par rapport à ce que nous entendons, par rapport à ce qui nous entoure. Il n'y a pas de recul. On gobe tout, on prend tout comme si tout était vrai. Donc, c'est pourquoi dans les grandes sociétés, comme en fait, je crois que le professeur Sandy avait pris cet exemple lundi dernier dans le cadre du cours pour dire, par exemple, quand, par exemple, Radio-Canada passe une information, tous les autres médias vont relayer la même chose. Ils vont faire la répétition. C'est pas comme si on va dire ça et puis l'autre, il va dire ça, il va dire ça. Si vous avez écouté ou entendu l'information sur telle chaîne ou sur telle station, pas besoin d'aller voir ailleurs parce que vous allez, en fait, vous allez, ils vont reprendre relativement et avant tout les mêmes choses. Donc, c'est pour dire que la question de construction identitaire, ce qui nous entoure, ce que nous entendons, c'est ce qui va nous définir. Et c'est pourquoi, quand j'ai parlé de l'identité individuelle, pour dire que c'est un projet, c'est-à-dire c'est quelque chose sur lequel on travaille. Maintenant, le travail qu'on fait, il faut limiter, en fait, il faut, dans une certaine mesure, limiter qui nous entoure, à quoi on s'expose pour que nous puissions avoir un discours qui, dans une certaine mesure, qui est cohérent par rapport à ce qu'on veut. Et c'est à partir de là aussi qu'il va y avoir, comme je l'avais dit tout à l'heure, la question de conflit ou encore de crise identitaire. Par exemple, vous pouvez avoir une position ou encore une idéologie lorsque vous posez une toute autre action. OK? Par exemple, dire que vous êtes chrétien et si votre enfant est malade, vous allez chez le prêtre Ougan, c'est, c'est un conflit ou encore c'est une crise identitaire dans la mesure où vous vous identifiez au christianisme et quand vous avez un problème, vous vous référez à quelque chose que la société a opposé par rapport à votre position. Et je pense aussi que c'est à ce niveau aussi oui, je pense aussi que c'est à ce niveau qu'on va parler de ce qu'on appelle, de ce qu'on appelle identité marginalisée. C'est-à-dire, ce sont des individus qui sont stigmatisés. Par exemple, on prend le cas de- d'un handicap, OK? C'est-à-dire, ce sont des individus stigmatisés qui développent des stratégies pour gérer leur identité en public. Par exemple, on monte qui gros en Haïti, qui monte en camionnette, si vous avez, c'est-à-dire, si vous pas travaillé sur vous, ça va être extrêmement difficile pour vous que ça se passe. C'est-à-dire, parce que moun y a tellement dit en pile parole sur vous. Donc, c'est pour dire que la question d'identité stigmatisée, en fait, d'identité marginalisée, c'est comme si, par exemple, vous avez quelque chose, ok, vous avez quelque chose, mais il faudrait développer certaines stratégies pour vous gérer quand vous êtes en public du fait qu'il y a une sorte de marginalisation. Et cette marginalisation, ça peut être de votre poids, de votre orientation sexuelle,
de votre positionnement ou du moins en fait, ça peut être de votre position politique, ça peut être de votre idéologie aussi. Par exemple, quelqu'un qui se dit vaudouisant en Haïti, on vous dit, vous c'est diable. C'est dire, maintenant, quand vous vous identifiez en tant que vaudouisant, c'est accepter qu'on vous mette des étiquettes ou encore c'est accepter d'être marginalisé dans la mesure où ce que ce qui, en fait, la façon dont vous avez été construit, OK, dans la question de construction identitaire, ce que vous avez entendu, ce qui vous en fait, ce- les discours selon lesquels vous avez construit votre identité, il y a un choc entre votre construction et la position de l'autre. Donc, à ce niveau, on parle comme je l'ai dit, d'identité marginalisés. Et en fait, on va avoir le dernier point pour en finir. Bon, il est déjà 8 heures, donc on va avoir le dernier point, c'est la question des théories postmodernes. Par exemple, on va citer Pierre Bourdieu dans l'Habitus, par exemple, et qui explique par exemple, les individus, ils intériorisent des dispositions sociales, c'est-à-dire des goûts, des comportements qui sont liés à leur classe ou encore à leur éducation. Et donc, ces habitus peuvent reproduire des inégalités qui peuvent être structurelles, ok. Et comme l'a montré Pierre Bourdieu dans la distinction. C'est-à-dire, dans, dans la théorie ou encore, selon la théorie critique ou encore postmoderne de l'identité, par exemple, dans notre livre, le livre de Sandy Laos et moi, on parle par exemple, de l'identité liquide. C'est-à-dire, il y a tellement d'identités maintenant, le professeur l'a dit, identité, l'identité est tellement poussée, c'est comme si ils poussé ton coup patate. Parce qu'il y a tellement de formes, il y a tellement de liquidité ou encore de fluidité. C'est-à-dire, il y a eu une sorte de glissement d'identité pour dire que l'identité est tellement instable, l'identité est tellement mouvante, elle est tellement liquide, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de forme, qu'elle n'a plus de forme en vrai. Et donc, c'est pour dire que donc, cette perspective, quand on parle de théorie postmoderne, c'est pour dire que c'est dans un contexte où l'identité, comme on l'a dit, c'est tellement mouvant, c'est tellement facile à se défaire, c'est tellement facile à se remettre en question maintenant et tout et tout. C'est dire, il y a, comme on l'a dit, une liquidation, OK? Ou encore une sorte de glissement d'identité pour dire que on peut sortir de ça pour passer à ça, et ça d'une minute à l'autre. Ben voilà, maintenant, vous, Sergio, passe la parole pour, je sais pas, pour faire des ajouts et s'il le faut, on va faire en sorte de prendre des questions et voir dans quelle mesure on pourrait avancer. Merci. Bon, Francky, écoute, merci beaucoup. Je pense que toute la classe est contente. Donc, ce n'est pas la première ni la dernière. Donc, c'est la première, mais ce n'est pas la dernière. Donc, en fait, ils vont avoir la chance, les étudiants et les étudiantes, vont avoir la chance d'avoir d'autres séances que vous allez animer pour eux, pour elles. Donc, je pense que c'est très bien. C'est très bien. Donc, moi, j'ai pas de choses j'ai pas grand-chose à ajouter. Donc, je pense que peut-être que j'attendrai les questions. Par rapport aux questions, je peux rebondir, je peux répondre à certaines questions mais toi aussi, tu peux répondre aux questions. Donc on va peut-être prendre ta question, mais je sais pas, on se donne jusqu'à 30 parce qu'on ne peut pas rester à 21 heures comme la dernière fois. Donc, on va se donner jusqu'à 30.
jusqu'à 8h30 pour clôturer le cours de ce soir. Donc, en fait, 30 maximum. Donc, on peut le clôturer avant ça. Donc, mais là, on va prendre les questions. Je ne sais pas si on va prendre des questions dans le chat ou du moins si on va prendre des personnes avec la main levée.